allons commencer. Alors je suis chargé de présenter Jean Glavany pour dire qu'on ne présente pas Jean Glavany dans les Pyrénées. Tout le monde connaît son parcours. Chef de cabinet de François Mitterrand, maire, conseiller général, député, ministre, je dois l'oublier. Par contre, tout le monde ne sait pas qu'il a été secrétaire national du Parti socialiste chargé de la laïcité. Il a écrit un livre sur la laïcité. Donc, le sujet de la conférence ce soir, l'universalisme et laïcité, c'est un sujet qui lui tient à cœur particulièrement. Donc, bonjour Jean Glavany et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, écoutez, on va se jeter à l'eau. Je disais tout à l'heure à quelques amis que j'avais une règle, quand je prends la parole, je ne veux pas lire, parce que je vais vous expliquer, quand je lis un texte, je suis mauvais, mais très mauvais. Alors que quand je lis pas, je peux être moins mauvais. Donc je me laisse une petite chance de vous intéresser en ne lisant pas. Donc d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Évidemment, ça me touche, même si ça m'intimide aussi. Ben oui, parce que laissez-moi vous expliquer, j'ai plus l'habitude. À vrai dire, j'ai l'habitude je suis encore prof à Sciences Po à Paris, mais c'est 23 et puis ils ont eu le bac il y a 6 mois, donc c'est pas exactement le même type d'assemblée. Et puis ils m'écoutent avec attention parce que je les note. Alors que vous allez me noter, mais je le saurais pas. Bon, je voudrais quand même vous dire une chose. Bon, je suis, comme sans doute beaucoup d'entre vous, un retraité de la politique, même si je continue à avoir quelques activités, mais pas dans la politique. Cette histoire a pris fin pour moi en 2017, et c'est une page que j'ai tournée sans aucune nostalgie, sans aucune voilà, avec une certaine allégresse, parce que j'aime bien dévorer la vie, puis je me suis dit quand ça avait pris fin que j'allais avoir la chance de faire d'autres choses, et c'est ce qui se passe. Je fais plein de choses, et je ne veux surtout pas que vous voyez notre entretien d'aujourd'hui un entretien politique, sans doute. Allez-vous deviner entre telle ou telle ligne ce que sont mes convictions? Elles n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé. Je vois pas pourquoi je changerais. Quand j'étais en fac à Nanterre, en 68, j'étais étudiant à Nanterre. Tous mes copains étaient gauchistes, pas moi. J'étais déjà socialiste, social-démocrate, et quoi. Je n'ose dire combien après, mais plus de 50 ans après, 55 ans, je suis toujours le même et toujours pas gauchiste, mais toujours là au même point. Donc peut-être, mais c'est pas mon propos n'est pas là. C'est ça que je veux dire. Je veux pas que ce passe ait quelque résonance politique que ce soit. C'est une page tournée. Donc il a fallu que je sois élu 32 ans dans ce département, parce que j'ai été élu 32 ans. Vous avez rappelé un certain nombre de points d'exercices de responsabilité que j'ai eu dans ce département. C'est-à-dire que quand je jette un regard rétrospectif, j'ai fait plein de choses passionnantes. J'ai aimé servir ce territoire, la Bigorre, mais passionnément, et j'y pensais matin, midi et soir. Et j'y pense toujours matin, midi et soir, parce que j'habite toujours là, j'habite au petit village de La Fitole à côté de Maubourguet, et que je prends mon café ou mon thé au bistrot de Maubourguet le dimanche avec quelques élus et militants le café du centre à Maubourguet le dimanche, c'est très important pour savoir ce qui se passe en Bigorre. Et je suis là, je suis toujours disponible pour aider quand on me demande un coup de main, mais pas du tout désireux de le faire. Mais l'université du temps libre, c'était quand même un exercice qui me manquait. Il aura donc fallu attendre plus de 32 ans pour que vous m'invitiez. Peut-être qu'il fallait que je sois vraiment retraité pour que vous disiez, comme ça, on ne va pas se compromettre. Vous vouliez peut-être pas mélanger les gens. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que le sujet que vous m'avez soumis, c'est-à-dire l'universalisme républicain et la laïcité, est un sujet extrêmement lourd, profond, difficile,
ambitieux et moi, il donnait du travail, puis c'est pas fini parce que j'ai bien l'intention après de continuer à travailler pour peut-être publier un texte à partir de cette conférence. Et donc je m'y suis attelé avec, en vous remerciant de ce joli cadeau que vous me faites, avec une forme d'humilité, parce que je pense que ce sont des sujets sur lesquels on a des convictions, et ces convictions, c'est la deuxième caractéristique après l'humilité, mais on a aussi beaucoup d'interrogations. Et je ne suis pas là pour vous asséner des vérités qui ne seraient tout à fait contestables. Donc humilité, conviction, un peu d'expérience et quelques réflexions personnelles. Alors, pour traiter de ce sujet d'universalisme républicain et laïcité, si vous voulez, on va... Peut-être j'accepterai pas ça de mes étudiants, parce que je leur dis toujours, faut jamais faire le plan qui est dans le titre, on va pourtant faire ça. Et on va commencer par l'universalisme tout court, puis après peut-être on étudiera son volet universalisme républicain, qui est une notion qui est pas tout à fait la même, et on verra évidemment les points de convergence, mais aussi les différences. On verra ce qui les distingue l'un de l'autre, et puis on abordera la laïcité dans ce cadre. Et on finira par la recherche d'une savoureuse entre ces principes et ces valeurs. Commençons donc par l'universalisme. Bon, qu'est-ce que c'est que l'universalisme? C'est ce qui s'adresse à tous les hommes, qui s'adresse au monde entier. Universalisme. Et donc l'universalisme, c'est relatif à toutes ces idées, tous ces principes, ces choses qui peuvent convenir à tout le monde. Qui peuvent convenir à tout le monde. Et c'est universalisme au sens presque philosophique du terme, c'est ce qui concerne et embrasse le monde entier, la totalité des hommes et des femmes du monde entier, de l'universel, de la planète. Alors, pour tout vous dire, il y avait, je crois savoir qu'il existe encore un universalisme religieux, bien sûr, avec cette propension des religions à étendre et propager leur foi au monde entier, à toute l'humanité. Le christianisme fait des croisades pour cela, pour propager sa foi dans le monde. L'islam, aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, aussi, à travers le djihad, est dans cette logique de propagation universelle de sa religion. L'idée qu'il y avait chez ces religions, c'était cette croyance que, au fond, le salut promis à Dieu bénéficierait à toute l'humanité, par le biais de ce que l'on appelle la rédemption. En philosophie politique, le fondement est un petit peu différent. Cet universalisme, d'abord philosophiquement, c'est une doctrine ou une opinion qui considère l'univers donc comme une unité englobante, englobant tous les êtres humains, je l'ai dit tout à l'heure, avec cette connotation humaniste qu'il y a dans l'universalisme, c'est-à-dire que tous les hommes, puisque je les englobe dans une même entité, je les respecte. Tous les hommes, je les respecte. En philosophie politique, le fondement, donc, tous les groupes humains ont une nature commune par-delà leurs différences biologiques ou culturelles. Il existe, dit l'universalisme, une unité du genre humain. Il existe une unité du genre humain. C'est le fondement de l'universalisme comme philosophie politique. Donc vous comprendrez évidemment que je ne traiterai pas aujourd'hui de l'universalisme religieux. D'abord, on ne me l'a pas demandé, et ensuite je serai incompétent. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher derrière cette notion d'universalisme, comment elle s'est traduite dans les textes et dans le droit, avec deux textes qui sont assez fondamentaux. Évidemment, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit.
Voilà, c'est le fondement même du droit de l'universalisme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et puis il y a un deuxième texte qui était la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été une proclamation de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1948. Alors j'ai regardé, parce que je voulais un peu fouiller pour vous, puis me rafraîchir la mémoire, hein, ce qu'étaient les points communs et ces deux déclarations, leurs différences. Et non, le point commun, c'est cette idée d'universalisme qu'elle partage absolument, la nature globale englobante de l'humanité, sans distinction. Les droits de l'homme, qui sont au cœur des deux déclarations, mais elles ont une ambition différente. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens a été faite par des Français pour la France, par les révolutionnaires pour la France, même si les vrais révolutionnaires avaient une vision qui allait au-delà, bien entendu, de la France. Mais enfin, c'est un texte français pour la France. Et alors que la Déclaration universelle, c'est un texte fait par les Nations Unies pour le monde entier, pour jeter les bases de ce qu'on appelle encore la communauté internationale. Je dis qu'on appelle encore parce que on a bien du mal à croire qu'elle existe de fait, mais c'est un autre sujet. Donc, première différence entre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, premier texte juridique de l'universalisme, et la Déclaration universelle de 1948, un siècle et demi, un peu plus après. L'objectif est national, hein, d'un côté, international et universel de l'autre. Et puis il y a une autre différence, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, elle a une portée juridique, celle de la française, celle de 1789, parce qu'elle a été intégrée comme préambule à notre Constitution, et qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité de la France, de la République française, à partir duquel le Conseil constitutionnel peut statuer. Il statue en fonction de la Constitution, bien entendu, on en dira un mot tout à l'heure, à propos de laïcité, mais il statue aussi en fonction du préambule de la Constitution, qui est la Déclaration des droits de l'homme. Donc il y a une valeur juridique très profonde. Créer une jurisprudence du Conseil constitutionnel français qui rentrait dans le bloc de constitutionnalité et qui a été d'une grande richesse juridique pour les libertés et les droits dans notre pays. Alors que la Déclaration universelle de 1948, elle est purement proclamative. Et donc on proclame l'égalité des droits sans que ça ait quelque valeur que ce soit d'un point de vue juridique. Et vous voyez combien de résolutions sont bloquées par le veto de telle ou telle puissance du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto sur les résolutions de l'ONU, et combien cette communauté internationale dont je parlais tout à l'heure a du mal à exister. C'est la deuxième différence. Et puis il y a une troisième différence, c'est que on passe des droits de l'homme et du citoyen, des DHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au droit tout court. Ah, là, on commence à rentrer dans le fond du sujet qui nous occupe. J'ai mis du temps, mais j'y suis. Parce que le citoyen de la République, qui pourrait aussi être citoyen du monde s'il y avait, et qui devrait être un citoyen du monde s'il y avait des textes juridiques qui l'y incitaient, s'il y avait une culture qui l'y incitait, il n'a pas seulement les droits qui sont affirmés dans la déclaration de 1780, il a aussi des devoirs. Ce que ne dit pas la déclaration universelle de 48, qui ne peut pas dire quels sont les citoyens. Il n'y a pas de citoyenneté du monde, ils ne sont pas allés jusque-là, ils ont fait une proclamation. On n'est donc plus dans ce que j'appellerais l'exaltation révolutionnaire de 1789, mais il faut resituer. On est dans l'après-guerre, 1948, et on est après la victoire sur le nazisme dans la découverte de l'horreur de la Shoah, donc c'est pas le moment de dire voilà vos devoirs, enfin c'est surtout de dire quels sont les droits, c'est je veux dire l'idée de la paix, des droits, de l'harmonie universelle est plus là que celle des devoirs. C'est un Français, René Cassin, qui d'ailleurs se bat en 1948 et obtient la qualification d'universel
en précisant que, je le cite, les droits affirmés ne concernent pas des citoyens ressortissants d'État, mais des individus appartenant à une même fratrie, la fratrie universelle. Donc on est dans une logique politique, de philosophie politique différente. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est une déclaration de droits pour les citoyens français dans le cadre français, je l'ai dit tout à l'heure. La déclaration universelle de 1948, c'est une déclaration universelle qui est proclamative et qui ne crée pas du droit. Donc voilà, le cœur de cette différence, donc j'ai commencé à en parler, c'est ces droits et ces devoirs qui deviennent des droits seuls en 80. Et c'est un peu, je veux dire, le nœud gordien du sujet qui nous occupe ce soir. Ce nœud gordien, c'est cette thématique de droits et de devoirs qu'on va retrouver, évidemment, quand on parlera de laïcité tout à l'heure. Alors, bon, la Déclaration universelle, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, j'ai dit tout à l'heure, les hommes naissent libres et demeurent libres, et demeurent libres et égaux en droit. On a le binôme liberté, égalité, naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'article 2, vous le connaissez, qui était assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a certains égards, il y a bien on le verra aussi tout à l'heure, les 4 droits naturels et imprescriptibles de l'humanité. C'est pas étonnant. La propriété, ça paraît presque désuet. La sûreté, peut-être moins discutable. D'autres droits, comme évidemment la présomption d'innocence à l'article 9, etc. Mais, et c'est ça le nœud gordien dont je parlais, on oublie souvent l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et c'est un article que pourtant vous avez tous entendu à l'école. Vous avez entendu, un jour vous avez toujours entendu un maître ou une maîtresse vous dire « Mais attention, tu es libre, tu as la liberté, mais attention, ta liberté s'arrête quand commence celle de ton voisin. » Et bien c'est ce que dit l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit, qu'on oublie trop souvent, mais on va y revenir, « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être définies que par la loi. » Cet article 4 est fondamental et vous voyez bien que dans toute société nationale et européenne, mondiale, universelle, mais plus on s'éloigne et plus on repousse les limites, plus c'est difficile de retrouver en droit les contraintes des devoirs, mais que la citoyenneté, elle repose sur cet équilibre, ces deux jambes de droits et des devoirs et des droits. Et la Déclaration des droits de l'homme de 1789 déjà disait cela. Mais vous le verrez et on le verra, ça a été évidemment bien souvent oublié. Mais les devoirs, c'est pas seulement l'article 4 dont je viens de parler, c'est aussi un autre article qui est l'article 10, que certains connaissent peut-être, c'est « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». On commence à parler de religion, donc vous voyez bien que c'est une manière d'aborder aussi le thème de la laïcité. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Ce « pourvu que », c'est toujours les droits, les devoirs. Vous ne pouvez pas être inquiété si vous avez des opinions religieuses, mais vos devoirs, c'est que votre manifestation de ces convictions ne trouble pas l'ordre public. Et c'est quoi l'ordre public dans le droit public français ? C'est pas que l'ordre. L'ordre public, ce n'est pas que ce que fait régner la police ou la gendarmerie ou l'armée pour que les citoyens vivent en ordre. Ce n'est pas que la répression de la délinquance ou le respect des... Non, l'ordre public en droit, c'est l'ensemble des lois et des règlements qui touchent à l'organisation de l'administration, de l'économie, de la santé, de la morale. C'est très vaste.
la sécurité, la santé, la paix publique, les droits et libertés essentiels de chaque individu. Bref, l'ordre public, ça définit une sorte de civilisation. Si on met bout à bout toutes les règles qui régissent notre vie en commun dans le cadre de la République, les règles de l'économie, de l'administration, de la santé, etc., des droits essentiels des individus, c'est une sorte de civilisation. Si je dis ça, c'est que, évidemment, quand on demande ça de droits et de devoirs, ça veut dire, c'est pas seulement tu as le droit de manifester, religion, ça trouve pas l'ordre public, c'est pas seulement faire des prières de rue qui, par exemple, empêchent la circulation de se faire. Là, c'est porte atteinte à la liberté d'aller et venir, donc on voit, ça trouble l'ordre public. Mais si aussi tu prônes une religion, mais pas en montrer une du doigt, on y reviendra tout à l'heure, mais si les religions, parce que dans leur histoire, toutes les religions ont porté atteinte aux droits des femmes, et elles continuent d'ailleurs d'une certaine manière, si les religions ne respectent pas strictement l'égalité homme-femme, elles portent atteinte à l'ordre public. Quand elles portent atteinte. Quand elles, je ne dis pas que toutes le font, là encore je reviendrai tout à l'heure dans mon propos. Mais donc, l'ordre public c'est tout ça. Et donc, les droits et les devoirs, les droits on voit bien, les devoirs c'est pas seulement que ma liberté s'arrête là où commence celle de mon voisin, mais c'est aussi que quand j'exerce ma liberté, je ne dois pas porter atteinte à l'ordre public. C'est aux lois et règlements de la République dans tout son ensemble. Ça va beaucoup plus loin et ça définit un cadre beaucoup plus contraignant aux citoyens. Voilà pour l'universalisme. Je vais aller un peu plus vite sur l'universalisme républicain. C'est dans la même lignée évidemment de pensée. On est dans la tradition, je viens de le dire tout à l'heure, c'est le fruit naturel de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle. Je vous parle comme Voltaire l'aurait fait, avec infiniment moins de talent, mais on est dans le cœur de la philosophie des Lumières. L'universalisme est un produit naturel de la philosophie des Lumières. L'universalisme républicain va un peu plus loin dans la même tradition philosophique, mais il institue un principe fondamental de la République française, qui est que l'universalité de nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, leur donne vocation à être appliquée à tous sans discrimination. Et c'est une construction qui est aussi à la base d'une vision de la nation comme le désir de vivre ensemble et la volonté de poursuivre un héritage. C'est au fond l'universalisme républicain, il se conjugue ou on le retrouve dans les écrits de Renan. Ernest Renan qui a écrit les plus belles choses en particulier ça dit de sa conférence de 1882 qu'est-ce qu'une nation, et où il écrit nation est un principe de tous les jours. Il dit un plébiscite même de tous les jours. C'est une conception de la nation comme contrat social aussi. L'universalisme républicain est au cœur de ce pacte républicain et de ce qu'on a commencé à appeler, qui est souvent en débat, le modèle républicain d'intégration, reposant sur l'adhésion libre et rationnelle, c'est-à-dire sur la base de la raison, des individus citoyens, à un collectif politique sur une base d'égalité, de droits et de devoirs, sans aucune discrimination d'aucune sorte. Alors, c'est là, il faut qu'on s'arrête parce que cette élite, cet universalisme républicain, il a un côté idéal. Et c'est un rêve. Et la réalité est bien entendu bien en deçà de ce rêve. Alors, parler du modèle républicain d'intégration et d'égalité des citoyens dans un modèle social, droits et devoirs, eh bien dans la France de 2023, mais ça date de bien plus longtemps, des décennies et des décennies,
on a du mal à y croire, bien sûr, quand on voit des centaines, des milliers de migrants qui meurent sur des canots pneumatiques au large de nos côtes en Méditerranée chaque année. Bonjour, les hommes libres et égaux en droit. Et bonjour le modèle d'intégration. Quand on voit les files d'attente qui s'allongent du cœur ou aux banques alimentaires, qui font un travail remarquable comme partout d'ailleurs. Bonjour les hommes qui naissent libres et égaux en droit. Quand on voit le rapport qu'a fait la Fondation Abbé Pierre il y a une semaine ou deux sur le mal logement en France, c'est-à-dire qu'il a été pris d'une manière assez ahurissante de plein fouet, alors que franchement les responsables de la Fondation Abbé Pierre sont tous sauf des violents. Mais quand on voit ce qu'ils écrivent sur le mal logement en France, quand on voit ces SDF qui fleurissent partout dans les villes, fleurissent, le mot est mal choisi, et qui sont de plus en plus nombreux dans les rues de nos villes et nos agglomérations. Bonjour les hommes libres et égaux en droit. Quand on voit, je peux continuer comme ça, mais quand on voit même certaines des choses qui m'a le plus bouleversé ces jours derniers, on voit un collégien qui se suicide parce qu'il a été victime d'homophobie pendant des mois et des années. Bonjour les hommes libres et égaux en droit. Donc évidemment, le rêve républicain, c'est un idéal. Et il est battu en brèche par la réalité sociale, pas dans notre pays, mais partout, mais on parle de la République française, il est vraiment battu en brèche. Mais, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Et c'est là où, évidemment, je relisais Dominique Schnapper qui disait qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Qu'est-ce que la démocratie? Elle dit, devant ce décalage qui existe entre l'égalité proclamée des droits et les inégalités sociales de fait, le risque est évidemment qu'on invoque l'universel pour justifier les discriminations. Mais, ajoute-t-elle, la trahison d'un principe ne l'invalide pas. Et je crois même que c'est pas parce que le rêve n'est pas atteint que pour autant ce rêve n'a pas, je veux dire, cet objectif ne doit pas être maintenu. L'idéal républicain, c'est un chemin, c'est une conquête, c'est un combat de tous les jours. Renan disait un plébiscite de tous les jours pour la démocratie, et on verra qu'il y a des égales. Il est donc cet idéal de l'universalisme républicain qui n'est pas achevé, il est à un horizon. On regarde, et dont tout responsable politique, local, départemental, régional, national, européen, tout ce que vous voulez, devrait l'avoir comme rappel permanent d'une obligation ardente d'agir pour s'en rapprocher. Et là, je commence à jouer avec les lignes, donc je m'arrête. Pierre Rosal, pas un capital que l'on posséderait déjà. Là, c'est Régis Debray qui dit ça. Au fond, c'est peut-être ce qui sépare, distingue le modèle républicain français au modèle américain, des anglo-saxons et des américains en particulier. Quand il dit ça dans Régis Debray, dans ce livre qui s'appelle Êtes-vous démocrate ou êtes-vous républicain? Les valeurs qui fondent ne sont jamais acquises. Ne sont jamais acquises. Il faut sans cesse lutter pour qu'elles ne soient pas trahies dans la vie sociale. Les sociétés fondées sur la citoyenneté sont aussi improbables que fragiles. Vous connaissez tous ces vers d'Aragon, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son nom est celle du Dieu croix. Eh bien, ce qui est valable pour ce qui n'est jamais acquis pour l'homme n'est jamais acquis non plus pour l'universalisme républicain. C'est un combat, une remise en cause permanente pour revenir sur le bon chemin du progrès humain. Alors j'en arrive à la troisième étape de notre cheminement commun sur la laïcité. Ah, là je suis très embêté. La définition de la laïcité. Je ne sais pas combien on est là, 200, 150, 200. Si je diffusais un petit papier en vous demandant d'écrire votre définition de la laïcité, je suis à peu près convaincu qu'on aurait 200 réponses différentes.
parce que c'est une définition complexe et que ça c'est pas comme ça les choses. Vous allez dans le dictionnaire, alors vous allez avoir évidemment tout le monde va dire du grec laikos, le peuple. Très bien, ça nous avance. Encore que ça nous avance plus qu'on ne le croit. Parce que le peuple, c'était justement, dans la philosophie chez les Grecs, l'idée que c'est pas que les ecclésiastes. C'est le peuple dans sa globalité. Ah, là, ça nous met déjà sur une petite piste pour définir la laïcité. Mais si vous allez dans d'autres, vous allez dans le Larousse, dans le Robert, tout ça, dans le Littré, vous avez toujours ces dictionnaires disent toujours à partir du grec laïkos, ce peuple indivisible, ce qui le distingue des ecclésiastes, l'unité du peuple, c'est bon. C'est le dictionnaire Robert d'ailleurs qui va le plus loin puisqu'il dit que la laïcité c'est une conception politique impliquant la séparation de la société civile de la société religieuse. L'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et l'Église aucun pouvoir politique. Alors c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Parce que ceux qui traitent de la séparation, ou ceux qui qualifient la séparation, ce lent mouvement de séparation des églises et des États, dans tous les pays du monde, et même en particulier dans tous les pays européens, sans exception, ce lent mouvement de séparation s'appelle le sécularisme. Et d'ailleurs, c'est cette confidence, essayez de trouver la traduction anglaise de laïcité, elle existe. Donc quand vous dites à des Anglais là, ils disent sécularisme. Non, c'est pas que ça, on va y venir. C'est la séparation, mais c'est pas que ça. Et donc, moi j'ai cessé de consulter des amis. Par exemple, je citais un de mes très bons amis, qui est un philosophe historien qui s'appelle Henri Pénard-Ruiz. Il dit pour la laïcité, l'unité du peuple se fonde sur 3 exigences indissociables: la liberté de conscience, on y vient, l'égalité des citoyens sans distinction d'origine, de sexe, de conviction spirituelle, et l'intérêt général comme seule raison d'État. C'est la définition de mon ami Henri. Et Jacqueline Costa-Lascaux, qui est aussi une intellectuelle de très belle qualité, elle dit c'est un principe fondamental de la République qui est à la fois une philosophie, celle des droits de l'homme, une éthique, celle de la responsabilité et du libre examen, un principe constitutionnel et un corpus juridique garantissant la neutralité des pouvoirs publics, une méthode, le doute philosophique et la raison. Elle dit tout dans sa volonté de définir. Alors moi, un jour dans le livre auquel vous faisiez allusion, j'ai essayé ma petite définition personnelle qui ne vaut que l'espace d'un échange entre nous. Je dis que la laïcité, c'est l'application à nos consciences, c'est-à-dire que nous avons de plus intime, nos consciences, l'application à nos consciences du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Je m'explique. La laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. C'est pas la liberté de conscience, c'est pas la liberté religieuse. Il y a beaucoup de gens, notamment des religieux, et dans la droite conservatrice. Ça, c'est une petite incursion politique, mais le parti catholique était le parti de la droite. Ceux qui se sont battus contre la laïcité, c'est le parti de l'Église, qui était le parti conservateur. Eux, ils disent que la laïcité, c'est la liberté religieuse. Et ils oublient toujours qu'il y a des gens qui ne croient pas, qui sont athées, qui sont agnostiques, qui sont adeptes de philosophies différentes, qui ne se posent pas forcément cette question. Ils sont de plus en plus nombreux dans nos pays. Même si on dit regain des religions, les églises se vident. Pas les mosquées, les églises. Mais donc la liberté de conscience, c'est tu as le droit de croire ou de ne pas croire. Liberté fondamentale. Égalité des consciences. Que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu sois pratiquant ou pas, que tu sois de telle religion ou de telle autre, nous sommes tous égaux. Toi et moi, on est égaux, quel que soit l'engagement de conscience intime et profond qui est le nôtre. Nous sommes égaux. Il ne peut pas y avoir de discrimination en fonction des engagements de conscience, des engagements spirituels.
Deuxième élément de la laïcité, fondamental. Et le troisième élément de la laïcité, la fraternité des consciences, c'est-à-dire que justement parce que on est libre de croire ou de ne pas croire, justement parce qu'on est égaux quels que soient nos engagements spirituels, on peut vivre ensemble dans une fraternité républicaine qui est protégée par cette laïcité. Voilà, mon appréciation personnelle. Traduction juridique de tout cela, de la laïcité. Eh bien, figurez-vous que dans la Constitution française, 1658, on dit que, son article 1er, que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors on voit le mot laïque dans l'article 1 de la Constitution, puis on ne le voit plus nulle part. Elle est laïque, la République. Donc, alors, je vous ai dit tout à l'heure, avec le préambule de la Constitution, le Conseil constitutionnel a construit une jurisprudence. Dans le bloc de constitutionnalité, il y a eu plein de décisions qui ont touché à la laïcité, qui ont été parfois dans des grands détails. Mais dans le droit constitutionnel français, la République est laïque. Comme elle est indivisible, démocratique, pas plus. Et le deuxième grand texte juridique qui définit la laïcité, c'est évidemment la loi de 1905, dite loi de séparation. Votée dans les conditions que je rappelais tout à l'heure, un combat terrible. Vous trouvez que, en ce moment, ce qu'ils font à l'Assemblée, c'est pas digne, ils s'acharpaient comme ça, mais allez voir, allez retrouver dans les journaux officiels les débats de 1905, c'était d'une violence inouïe. Inouïe. Le parti catholique, le parti conservateur, qui défendait le privilège de l'Église et de la religion catholique, était d'une violence verbale, et pas seulement verbale, inouïe. Donc la loi de 1905 est la loi qui définit la laïcité avec ce paradoxe étonnant. 44 articles, pas une fois le mot laïcité, pas une fois le qualificatif laïque. Et donc, mais c'est une grande loi, et elle dit quoi cette loi? Elle dit, d'abord, dans son... les deux premiers articles sont intéressants, les 42 autres sont, non pas intéressants, mais sont de la mise en musique de ces propositions. Article 1, la République assure la liberté de conscience. Liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Droit et devoir. Et pas liberté religieuse, liberté de conscience, et libre exercice des cultes. Libre exercice des cultes dans le respect, sous les seules restrictions édictées par l'intérêt de l'ordre public. Liberté de conscience et libre exercice des cultes. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est-à-dire qu'on arrête de subventionner. Ce qui est un peu compliqué. Je me laisse aller à vous raconter une anecdote que vous ne répéterez pas. Un président de la République, pas celui-là, celui d'avant, pour qui j'avais appelé à voter, mais aux côtés duquel j'ai travaillé quelques années à la direction du Parti Socialiste, dans un journal national qui s'appelle Aujourd'hui, il y a régulièrement 2 ou 3 pages où rencontre avec les lecteurs de ce Aujourd'hui. On voit une personnalité, ça, très souvent, qui passe une matinée avec des lecteurs, et puis il y a plein de photos, et puis il y a un entretien. Donc il était interrogé sur l'islam, et il dit nous ne faisons pas de discrimination, dit-il, écrit-il dans le journal, puisque la République reconnaît tous les cultes. J'étais estomaqué, j'ai lui mis un texto parce que j'avais sans dire, je lui ai dit mais François, tu dis exactement l'inverse de la loi de 1905 qui dit elle ne reconnaît aucun culte. C'est terrible, t'es président, mais tes collaborateurs ils foutent quoi quand... Enfin bon, bref. Mon anecdote que vous ne répéterez pas. Et donc, bon, et puis cette pétition de principe que la République ne subventionne aucun culte, ne finance aucun culte, bah, évidemment elle subit plein de détours, ne serait-ce que par le statut dérogatoire d'Alsace-Moselle. Vous connaissez l'histoire, ce statut qui a été instauré après 1905. Si vous réfléchissez, on voit à peu près que c'est entre 1870 et 1914-18. Mais rien d'où l'Alsace-Moselle est occupée par les Allemands. Et donc l'Alsace-Moselle est exonérée de la loi.
Et donc quand ils reviennent, quand on libère l'Alsace-Moselle, on ne rétablit pas la loi de 1905 sur l'entité du territoire. Donc cette exception d'Alsace-Moselle est gênante, y compris parce que, disons les choses, certaines religions, suivez mon regard, payaient avec les finances des prêtres, des prélats d'Alsace-Moselle. Un de mes amis, Charras, avait découvert qu'ils finançaient aussi les prêtres du Puy-de-Dôme. Puisque c'était permis là, les transferts. Bon. Donc il y a ce statut d'Alsace-Moselle est une exception dommageable au principe du non-subventionnement. Et puis vous me direz, mais et puis les églises. Ah, les églises. Alors ça, les églises, moi j'ai un avis plus modéré sur le sujet, y compris parce que j'ai été maire de Maubourguet pendant... Là aussi, vous ne répéterez pas, le plus beau mandat, c'est celui de maire dans la vie politique. Et celui que j'ai le préféré, c'était d'être maire de Maubourguet. C'est vraiment celui que je regrette. S'il y en avait un que je devais regretter, c'est celui-là. Et donc on a une église magnifique du XII-XIIIe siècle, et on mettait des sommes folles importantes pour entretenir. Mais pourquoi on le faisait? Pas pour subventionner la religion, mais parce que c'était un héritage patrimonial qui nous était légué, que notre devoir, c'est un devoir d'histoire, de léguer aux générations futures un monument historique en état. J'avais pas le sentiment ni la conviction de subventionner le culte. Mais enfin, la République, et ça devient compliqué quand d'autres religions disent mais vous entretenez des églises et nous, bon. D'où le débat sur les mosquées. Est-ce qu'on doit aider? Alors, on trouve des arrangements, parce que c'est vrai que c'est pas normal que, puisqu'il y a l'égalité des citoyens devant la loi, et qu'on entretient des églises, pourquoi on leur permettrait pas de vivre leur culte dans des mosquées dignes? Le vieux débat sur l'islam des caves, que je tranche d'une manière catégorique, il n'y a plus d'islam des caves en France. Il n'y en a plus. On a construit plus de 2000 ou 2500 mosquées ces 30 dernières années. Il n'y a plus d'islam des caves. Il n'y a plus de prières de rue. Le problème est grosso modo réglé, intelligemment, en aidant ces gens à trouver un terrain, mais malgré les oppositions politiques farouches, parce que évidemment, dès que vous les dites ils vont faire une mosquée, une association de riverains, financée par le Front National, et puis, ou d'autres, et puis on dit, ah non, faut pas... Donc on ne finançait aucun culte, c'est l'article 2 de la loi de 1905. Je reviens à mes moutons, si j'ose dire, à mes moutons laïques. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas la liberté religieuse qui est en cause, c'est la liberté de conscience. Et je le répète avec insistance, parce que quand on parle de laïcité, faut toujours marteler ça, la liberté de croire ou de ne pas croire. Si vous respectez tous les citoyens, il faut respecter aussi ceux qui ne croient pas. Ils ne croient pas en un Dieu, un truc. Ça ne veut pas dire d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais qu'ils n'ont pas de spiritualité, ces hommes ou ces femmes. On peut avoir accès ou réfléchir ou se tourner vers le bien, le mal, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le beau, nos morts. Moi, j'ai pas besoin de croire à Dieu pour penser à mes morts tous les jours. Tous les jours. Donc, je fais un petit détail comme ça en passant, mais d'un point de vue philosophique, je supporte assez mal l'idée qu'il ne peut y avoir de spiritualité qu'avec une religion. Je reconnais que ça facilite les choses, les religions, de ce point de vue. Mais bon, il y a plein de gens dans le monde qui ont une spiritualité extrêmement active sans Dieu. Donc, sur le libre exercice des cultes, je vous ai aussi dit ce que je voulais vous dire. Et je reste un petit peu sur cette histoire de rapport à la religion. Y compris parce que dans le débat sur l'islam, sur lequel j'insisterai tout à l'heure, on nous dit que la laïcité est anti-religieuse, elle est anti-islam. Non, la laïcité n'est pas anti-religieuse, je vous ai dit, puisqu'elle reconnaît le droit de croire ou de ne pas croire. Donc le droit de croire. Et elle permet le libre exercice des cultes. Alors si elle vous permet de croire et de libre exercice des cultes, c'est pas anti-religieux. Non mais c'est travailler comme ça, parce que après on demande en même temps des devoirs, on dit oui mais c'est devoir pour empêcher. Elle n'est pas anti-religieuse. Fondamentalement, elle ne peut pas l'être. Et d'ailleurs, l'immense majorité des croyants en France notamment sont laïcs dans leur comportement. L'immense majorité des musulmans comme l'immense majorité des catholiques. Et d'ailleurs, autre exemple,
Quand on a fait la loi de 1905, vous savez ceux qui ont été les plus actifs pour faire la loi de 1905 ? Les protestants. Parce que eux aussi, ils en avaient marre de la domination de l'Église catholique. Donc ils ont été très actifs, les protestants, pour la rédaction de la loi de 1905. Donc elle n'est pas anti-religieuse. Alors c'est quoi ce qu'elle combat dans la religion ? C'est l'intégrisme religieux. C'est l'intégrisme religieux. C'est le fanatisme religieux. Qu'est-ce qui définit le musulman laïque d'un musulman intégriste ou un catholique laïque d'un catholique intégriste? Car il y en a. Ou des protestants adventistes laïques ou intégristes. Et il y en a. Eh bien c'est simple. Le croyant laïque, il place les lois de la République au-dessus des lois religieuses. Et l'intégriste, c'est l'inverse. Il place ses règles religieuses au-dessus des lois de la République et il considère que parce qu'il croit, ces règles doivent s'appliquer à la religieuse au nom de ce qu'il appelle à la République, au nom de ce qu'il appelle la liberté religieuse. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut évidemment assurer la liberté de conscience qui amène à croire, il faut assurer le libre exercice des cultes, mais il faut combattre ceux qui voudraient que la République se soumette à leurs règles à eux. C'est tout le débat sur l'islam, il est là. Il est là, il n'est que là. Il y a des millions de musulmans en France, dont l'immense majorité, à Tarbes, et on va à la mosquée paisiblement, à l'Obadère ou de l'autre côté de la ville, et on va à la mosquée tranquillement. Mais il peut arriver que de temps en temps, un imam, lui, ait d'autres idées dans la tête et qu'il trouble l'ordre public dans la mosquée où il se trouve. Et dans ses prêches, il va dire des choses qui sont violemment anti-républicaines. Et il va, à travers un certain nombre de paroles, ne pas respecter l'ordre public. Le musulman intégriste, il n'est pas pour l'égalité des femmes et des hommes. Par définition, mais pas du tout. Mais soyons indulgents. Des catholiques intégristes non plus, il y en avait pendant longtemps. Et puis des juifs intégristes, encore maintenant, en Israël, voir les orthodoxes religieux, ils sont pour l'égalité homme-femme. Terrible. Donc les intégrismes religieux ont toujours été contre la liberté de la femme et contre l'égalité. Tous. Mais pas les religions, elles ont évolué. Parfois, elles mettent du temps. Sur l'IVG, ça prend du temps. Sur l'homosexualité, ça prend du temps. Mais j'insiste sur ce point, et en particulier sur l'islam, parce que ce combat contre les intégrismes, qui définit, contre les intégristes comme étant ceux qui placent leurs lois religieuses au-dessus des lois de la République, est un combat qui doit être différencié. Il faut vraiment toujours faire la part des choses, toujours bien distinguer les intégristes des musulmans laïcs. Ils sont comme des catholiques intégristes et catholiques laïcs. Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel et c'est un combat qu'il faut mener avec détermination, avec clarté, avec rigueur, tous les jours. Et ne pas laisser dire, parce que aussitôt que on a un propos un peu sévère sur le tel comportement intégriste, que c'est un propos islamophobe. Alors, l'islamophobie, c'est un mot qui fait beaucoup de débats, mais sur lequel je vous mets en garde. C'est un mot inventé par les intégristes musulmans, inventé complètement par eux, pour faire croire aux musulmans que tout propos de condamnation d'un geste, d'une parole intégriste serait un propos anti-musulman. Et donc on dit islamophobie. Et c'est un mot qu'il faut récuser. Un jour, Elisabeth Badinter a dit dans une émission qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe, parce que non, la phobie, c'est pas un crime. Et en plus, c'est une manière de porter le débat, ce débat dont on parle là, en disant pas d'islamophobie en France. Il n'y a pas. Et le racisme anti-musulman, pas celui qu'on croit. Je vous invite à regarder les statistiques d'agression contre les personnes. Celles contre les juifs ne cessent d'augmenter en France. Pour les musulmans, ça décolle pas.
faut être attentif à ce genre de choses. Donc l'islamophobie, prudence, et puis la violence contre les personnes, prudence. Bon, avant de poursuivre, je voudrais faire un petit plan politique. Là, je vais marcher sur des œufs, parce que je vous ai dit que je n'allais pas faire de politique, mais sur l'actualité politique. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, qui a inventé la laïcité en 1905 ? C'est la gauche. C'est Jaurès, c'est Aristide Briand, c'est évidemment Clémenceau, Gambetta, c'est la gauche. La gauche, qu'on qualifierait aujourd'hui de socialiste, social-républicaine, progressiste, c'est la gauche. Et qui s'y était opposé ? Et la droite. Je suis en 1905, hein. Et d'une manière catégorique, avec violence. Et aujourd'hui, alors on est bien embêté, parce que voilà que Mme Le Pen dit qu'elle est laïque. Et elle dit laïcité. Et M. Wauquiez, M. Ciotti disent qu'ils sont laïcs. Mais la gauche est bien absente. Hein. J'ai équilibré mon propos dans ce débat. Très absente, parce que aussitôt, elle dégaine une certaine grande partie de la gauche, notamment de l'extrême gauche. Quand tu vois Ciotti, s'ils sont Wauquiez ou Marine Le Pen, s'ils sont laïcs, alors nous, on ne peut plus l'être. Comment ? Et la laïcité, c'est, compte tenu des propos qui tiennent sur les musulmans, c'est donc l'islamophobie. Une grande partie de la gauche dit ça. Et donc on ne peut pas être laïque et islamophobe. Donc ah oui, sauf qu'on revient à notre histoire de tout à l'heure. Les droits et les devoirs. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Et ce débat aujourd'hui, il est complètement perverti par le fait que la droite, elle défend les droits, la liberté, les devoirs des musulmans. Respectez l'ordre public. Ne portez pas atteinte à ce que fait votre voisin, votre liberté. Ça, dans une logique, d'assimilation des musulmans de France à passer sous ce moule. Et la droite, elle voit la laïcité comme passer sous ce moule des droits et des devoirs. Et c'est le discours de Mme Le Pen. Elle n'est pas laïque, Mme Le Pen, elle est anti-musulmane. Clairement. Elle veut les foutre à la porte, etc. Et une grande partie de ceux que je citais tout à l'heure, de responsables de la droite, le sont aussi. Et la gauche, elle se tait. Parce que la gauche a perdu, elle dit droit, et elle a perdu complètement l'usage des devoirs. Et donc la droite, elle est les devoirs et pas les droits, et la gauche, elle est les droits et pas les devoirs. Et c'est comme ça que le débat sur la laïcité se perd aujourd'hui. Et que, à bien des égards, on est dans une, comme dirait M. Darmanin, on est dans une grande confusion. Et étant entendu que lui n'y participe pas du tout, bien sûr. Donc, libertés et droits et devoirs, c'est un sujet qui est d'une actualité politique extrêmement brûlante, sur lequel j'ai essayé de vous donner quelques points de repère. Alors je vais finir tranquillement en 2 points. Le premier, pour essayer de retrouver comment la laïcité et l'universalisme républicain ont pu se conjuguer à partir de grands auteurs. Gambetta, en 1881, qui disait il faut construire par l'esprit laïque une France unie, partout semblable à elle-même. C'est-à-dire, au fond, vous voyez que c'était une logique de respect des différences dans une France unie. La France unie, ça me rappelle une campagne électorale, ça m'amuse à certains d'entre vous d'ailleurs. J'avais pas fait le rapprochement. Et puis surtout le grand discours de Jaurès à Castres le 30 juillet 1904. La démocratie, disait-il, n'est rien d'autre que l'égalité des droits. Or, il n'y a pas d'égalité de droits si l'attachement de tel ou tel citoyen à telle ou telle croyance, à telle ou telle religion, est pour lui une cause de privilège ou une cause de disgrâce. Dans aucun acte de la vie civique, dit Jaurès, de la vie civique, politique ou sociale, la démocratie ne fait intervenir la question religieuse. Elle respecte, elle assure l'entière et nécessaire liberté des consciences. Elle ne fait d'aucun dogme la règle et le fondement de la vie sociale. Donc, les grands républicains de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ils avaient les idées plus claires que nous, si j'ose dire. Et je finirai avec... parce qu'il faut quand même... On m'avait dit, fais un exposé d'1h15. Je me dis, ça va, ils vont s'emmerder. Je fais plus ça maintenant. Il faut qu'on débatte.
Bon. Donc je vais finir par un sujet qui est un sujet philosophique, de philosophie politique, qui est au cœur de tous les débats et d'une grande difficulté pour les démocraties modernes. Alors, c'est la manière de conjuguer l'unité de la diversité. Comment on conjugue les deux? Si on fait trop d'unité, on bride la diversité. Si on fait que les devoirs, on bride l'expression des cultures, des religions, etc. Si on fait que des droits, on bride l'unité, on l'empêche. Prenons un exemple. Au hasard, nous, ici dans cette salle, 150 ou 200, ou plus, on est sacrément diverses. Des hommes, des femmes, pas trop de jeunes, donc des plus âgés, peut-être des gens croyants, sûrement, et des non-croyants, peut-être des gens de gauche, peut-être des gens de droite, sûrement, encore qu'il paraît que ça ne veut plus rien dire, mais moi je crois que ça veut encore dire quelque chose. Donc on est très diverses. Il n'y a pas beaucoup de femmes voilées dans la salle, mais bon, elles seraient les bienvenues. Mais dans cette diversité, quelque chose nous rassemble. On a décidé d'être là ce soir ensemble, pour parler. C'est un acte fondamentalement civique au sens républicain du terme. C'est-à-dire qu'on a envie de se retrouver pour échanger. C'est ça la République au fond. C'est l'idée même que dans notre diversité, et voilà, notre diversité, on a décidé ensemble que ce jeudi-là, 9 février, on serait ensemble pour parler de ces sujets et d'échanger dans le respect. Eh bien, l'idéal républicain, la laïcité, c'est ça. Vous êtes des laïcs ce soir, plus ou moins convaincus. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments pour vous convaincre un peu plus. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour participer à ce débat autant que faire se peut. Merci beaucoup. Merci, c'était passionnant. Nous avons matière à réflexion, mais je vous invite au débat. Donc, première question, vas-y Georges. Oui, vous nous dites que nous sommes là pour débattre, donc dans un pays laïque et démocratique. Comment se fait-il que dans certaines facultés, qui sont des lieux de débat, on ne puisse plus débattre, ou du moins qu'il y ait des sujets qui ne puissent plus être abordés au nom de certains communautarismes? Comment il se fait? C'est un sujet terriblement préoccupant. En plus, c'est non seulement préoccupant d'un point de vue républicain, civique, de nos capacités à vivre ensemble dans des différences, justement dans le respect des uns des autres, mais en plus c'est contraire à la tradition universitaire. Les franchises universitaires ont été construites dans l'histoire de la République comme le respect absolu de la liberté d'expression, du respect, mais des personnes aussi, mais c'est terrifiant. Et les éléments auxquels vous faites allusion, c'est ces manifestations de communauté ou de ce qu'on appelle le wokisme pour empêcher tel ou tel de venir s'exprimer. C'est terrifiant et je regrette que bien souvent, le plus souvent, les autorités universitaires cèdent. Et de ce point de vue, le manque d'autorité, s'il n'y a pas de limite, les bornes sont franchies. Et elles le sont. Donc c'est très préoccupant. C'est un combat politique au sens philosophique à mener de tous les instants. Et je partage votre indignation. Juste pour revenir sur cette question, on a parlé donc de principes universels, de la laïcité, mais c'est vécu justement par certaines communautés comme une sorte de colonialisme culturel. Vous avez dû l'entendre, ça. Bien entendu. C'est ce qui se passe dans ces manifestations à l'université. Et comment ça se passe vis-à-vis du reste du monde, notre universalisme et notre laïcité? Oui, donc d'abord ce que vous dites sur le colonialisme culturel, j'ai essayé de le dire à ma manière tout à l'heure, c'est-à-dire au fond c'est une entreprise politique délibérée de la part
de l'extrémisme religieux contre la République qui... Je fais une petite parenthèse parce que je ne peux pas être mal compris. Quand je dénonce les intégrismes religieux, j'ai dit que dans l'histoire, ils avaient tous été contre la liberté des femmes, l'égalité, etc. En même temps, qu'on soit clair, je ne les mets pas tous dans le même sac. Je veux dire, aujourd'hui, l'intégrisme religieux catholique ne menace pas, n'égorge pas des profs en France. Donc je veux dire, aujourd'hui, il y a un danger en France. C'est un intégrisme religieux, mais tous les autres sont dangereux, mais il y en a un qui met en danger la République, sur lequel il faut être sans défaillance et sans indulgence. Donc je fais cette parenthèse. Donc je reviens à votre propos. Évidemment, les intégristes religieux consistent à dire la laïcité, c'est un instrument pour nous combattre, pour combattre notre identité, combattre notre différence, combattre notre religion. Et donc les intégristes religieux disent à la communauté musulmane, mais dressez-vous avec nous, musulmans de France, voyez bien comme la République vous bride et vous empêche de vivre librement. Donc c'est un combat politique qu'ils mènent, et donc il faut y répondre politiquement, et c'est ça qui se passe aussi, avec l'indulgence de l'extrême gauche et d'une grande partie de la gauche, qui, de son point de vue, sont d'une grande faiblesse et d'un grand aveuglement. Donc voilà ce que je pense. Donc ce colonialisme, oui, tout ça, ça affleure, le wokisme et toutes ces choses-là, qui consistent à dire, bon, tout mettre dans le même sac, et au bout du compte, c'est toujours la République qui paye le prix, quoi. C'est un combat. Une question très précise sur la jeunesse. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que la jeunesse ne semble pas s'emparer de ce problème de la laïcité, pas de ce problème, l'outil laïcité, et ne semble pas s'y intéresser vraiment? Elle semble laisser passer d'abord le climat, ce qui est normal, d'autres choses, l'environnement, donc, la protection de la liberté du choix sexuel, soit, mais la laïcité, elle semble pas. C'est pas qu'elle semble pas, c'est catégorique de sa part. Quand les enquêtes d'opinion sur la laïcité montrent clairement que la jeunesse n'y est pas, ne ressent pas la laïcité comme un besoin. Ils s'en foutent. Et même ils vont plus loin. Les jeunes de France, dans une grosse majorité, ils considèrent qu'on les laisse vivre, quoi. Cette aspiration à la liberté chez les jeunes est telle que qu'on leur foute la paix avec leur voile s'ils veulent le porter, qu'on leur foute la paix avec ceci, cela. Et donc la jeunesse, c'est pas du tout, la jeunesse française, c'est pas du tout laïque. Il faut reconnaître que là, il y a un abandon des pouvoirs publics, de la République, et évidemment du corps enseignant et de l'éducation nationale. Je veux dire, l'instruction civique avait quasiment disparu. Il paraît qu'elle revient doucement, mais je ne sais pas si c'est si. Pendant des années, elle a disparu complètement des programmes et des pratiques. Et donc cette idée de droits et de devoirs, elle n'a pas imbibé la jeunesse française pendant des années, pendant des décennies. Il y a une grande responsabilité du système éducatif. Mais je ne pointe pas les enseignants du doigt, je pointe les gouvernements qui ont laissé faire ça, quoi. Et c'est d'un point de vue politique, c'est désastreux, parce que ce que vous dites est tout à fait exact. Mais c'est très inquiétant. En matière laïque, ce qui est plus inquiétant, c'est l'attitude de la jeunesse, ouais. Juste, tout à l'heure, vous plaisantiez à propos de M. Darmanin. Non, je plaisante pas. Non, avec le ministre de l'Intérieur, à plaisanter. J'avais le droit, évidemment. Mais il n'a pas non plus le bon reproche, je ne sais pas s'il a dit, donc, la confusion. Moi, je pense, comme donc, M. Darmanin, tant pis, qu'effectivement, il y a une grande confusion, notamment dans la jeunesse, à propos de la liberté. Voilà une notion qu'il faudrait expliquer. Tout à l'heure, vous l'avez fait d'ailleurs, en rappelant que la liberté était limitée, qu'elle n'était pas. Et je pense que, notamment depuis 68, c'est sur ce mouvement auquel vous avez participé. Non, vous étiez social-démocrate. Eh bien, a mis quand même à accentuer une certaine confusion, encore une fois. Mais quand j'ai cité Darmanin, c'était pas qu'un sourire, mais non, mais c'est parce que je développais cette thèse de la confusion que vous prenez à votre compte. J'allais dans votre sens. Hein. Darmanin, c'était un clin d'œil. Comme le dit M. Darmanin et M. Soulet. Absolument.
peut lui passer Non, c'est fini. Là. le micro de la... Il est épuisé. On va essayer de relayer, mais c'est... Vous débrouiller ça. Merci pour tout ce que vous avez dit. Pour une chose spécialement, c'est d'avoir dit que la spiritualité n'était pas le privilège des religions. Parce que ça, c'est un peu une entourloupe qu'on essaye de faire passer, que vous pouvez avoir de spiritualité si vous passez par une religion. Mais ce n'était pas l'essentiel de la question que je voulais poser. Vous pouvez bien sûr définir l'opposition du fanatique et du laïc, en ceci que le fanatique place les lois de son Dieu, de sa religion, de sa révélation au-dessus des lois de la République, tandis que pour le laïc, c'est l'inverse. En effet, c'est juste, sous la condition de préciser au point de vue de la pratique. Parce que tout ce qu'on peut demander à un croyant, c'est de respecter dans ses faits et gestes les lois de la République. Mais vous ne pouvez pas placer les lois de la République au-dessus des lois divines et de vérité. Et non seulement c'est vrai pour un croyant, qui ne peut évidemment pas accorder plus de valeur à des lois qui sont faites par des humains qu'à des lois qui viennent de Dieu. Mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous, croyants ou pas, parce que nous avons tous, nous, notre répertoire de valeurs, de croyances, de certitudes morales, éthiques, que nous plaçons au-dessus des lois de la République. C'est-à-dire que, eh bien oui, nous soumettons aux lois de la République, mais nous savons que nous avons par devers nous tout un système de valeurs qui est tel que si la République nous demandait, et c'est arrivé, des choses qui vont contre nos systèmes de valeurs, eh bien nous serions prêts à entrer dans ce qu'on appelle des obéissances civiles. Et donc, il faut, moi je suis d'accord pour dire, le fanatique est celui qui place les lois divines au-dessus des lois de la République, à condition de mentionner que nous ne devons obéissance aux lois de la République que sur le plan pratique. Nous devons leur obéir, c'est évident. Et après, on juge des actions en fonction de ce que dit le droit. Mais vous ne pouvez pas demander ni à un croyant, ni à un athée de ne placer rien au-dessus des lois de la République, parce que c'est le principe même de la vie morale et de la vie civique de chacun, que nous jugeons les lois de la République en fonction de la légitimité que nous leur accordons, au regard de quelque chose de plus élevé, qui sont précisément des principes énoncés dans la Déclaration des droits. Un petit détail, la Déclaration de 48 contient quand même une référence au devoir, dans la mesure où dès l'article 1, il est écrit que les hommes doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Bravo, je vois qu'on a affaire à un vrai spécialiste. Alors, je vous réponds parce que je voudrais être sûr de bien vous comprendre. Que l'on garde comme une sortie de secours, comme une possibilité, la désobéissance civile, je l'accepte volontiers. Et puis je veux dire, en 40-41, la loi de la République, c'était Vichy, donc que les résistants étaient des désobéissants civils. Donc évidemment que j'accepte l'idée. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quand même dans des circonstances exceptionnelles que se fait la désobéissance civile. Je voudrais que vous m'expliquiez par des exemples concrets, parce que je suis prêt à les entendre, ce qui, dans nos vies de tous les jours, nous fait mettre nos valeurs morales au-dessus des lois de la République. C'est très... Je vous donner un exemple. Oui, je suis preneur. Alors, je précise, j'ai milité pour la légalisation de l'IVG, et si la loi Veil était attaquée aujourd'hui, je serais le premier à descendre dans la rue et à pétitionner pour la défendre. Mais je comprends parfaitement que quelqu'un qui a la conviction éthique que l'interruption volontaire de grossesse est une faute morale, voire un crime, je comprends parfaitement que plaçant cette loi au-dessus de la loi République, il cherche à faire changer la loi République. C'est tout. Non mais ça, c'est pas désobéir, ça. Non, mais c'est bien ce que j'ai dit. En revanche, l'intégriste catholique qui va saccager des centres d'IVG, lui, oui, qu'il milite pour changer la loi dans le sens qu'il essaye de plaider, de convaincre par le débat, par l'échange, par la persuasion, par tout ce que vous voulez, par les convictions, mais ça c'est républicain. S'il fait une action de violence contre des médecins qui font des avortements, c'est plus républicain. Donc on est bien dans la différence entre roi... Donc je ne m'avais pas convaincu là. Attendez, quand vous avez parlé des attaques de médecins par les commandants anti-avortement, vous avez interrompu au moment où j'allais dire ça. Ce que j'ai dit dès le début de ma première intervention, j'ai dit simplement ceci: tout ce qu'on demande à croyants, incroyants, fanatiques, laïcs ou qui que ce soit, c'est d'obéir aux lois de la République. Mais on ne peut pas lui demander d'accorder aux lois de la République un statut supérieur en valeur aux lois auxquelles de sa morale, qu'elle soit athée ou qu'elle soit croyante. C'est ça. Mais là-dessus, c'est ce que j'ai dit tout de suite. J'ai dit tout de suite, tout ce qu'on peut demander à un citoyen, quel que
soit sa couleur religieuse, politique, philosophique, éthique, etc., c'est de se soumettre au droit, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Et quitte à se mobiliser, comme vous l'avez dit, pour le faire changer ce droit. Et dans le cadre d'un débat républicain, par exemple, un des grands combats laïcs qui est devant nous, c'est vraiment laïque, ça pour le coup, c'est le droit à mourir dans la dignité. Absolument. Là, c'est le combat laïque des mois, des semaines, des mois et des années qui viennent. Ça a bougé, on a quand même fait des progrès, mais là, tant que le droit est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait tous les progrès nécessaires, on applique le droit tel qu'il est. Je crois que nous sommes d'accord. Oui, je crois, oui. Je crois que nous sommes du même avis. Je veux dire que pour vous comme pour moi, il y a des choses qui sont plus haut que les lois de la République. Que certaines lois de la République, oui. Que tout, mais on obéit aux lois. Ouais. D'accord, pour respecter les lois. Finalement, très proche. D'autres questions? Oui, bonjour. Je suis membre de la diversité en tant que Britannique. Et Nobody's perfect. Je voudrais avoir votre opinion sur le fait que le monde entier anglophone regarde la laïcité française comme quelque chose d'incompréhensible. Et ils ont choisi tout à fait une autre voie, c'est-à-dire qu'à la place de laïcité, c'est tolérance. J'aimerais bien avoir votre opinion sur ces deux systèmes et le fait que la France souvent donne l'impression qu'on est obsédé par des détails vestimentaires, voile, burkini, alors que c'est pas le fond du problème. Je suis d'accord avec vous que le fond du problème, c'est pas le burkini. Mais je suis d'accord avec vous pour savoir que pour reconnaître que la laïcité est reconnue à travers le monde entier comme une exception française incompréhensible. Je le sais et je l'ai constaté à bien des reprises. Étant entendu que le débat dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le combat mené par les intégristes religieux contre la laïcité en France a des échos à l'extérieur de la France, dans le monde musulman notamment. Et il y en a qui en meurent en France de ces échos, des djihad lancés, les dessinateurs de Charlie Hebdo, Samuel Paty, ils sont morts de ces échos retrouvés dans des condamnations et des djihad, des fatwas lancés dans certains pays musulmans par certains religieux. Donc c'est bien la preuve que c'est pas bien compris. On est bien d'accord. Et c'est pas bien compris non plus parce que à certains égards c'est complexe. J'ai pas voulu rentrer dans ces détails tout à l'heure, mais par exemple, l'idée même de la gestion différenciée de la laïcité ou des signes extérieurs de religion selon les espaces, si on fait une interrogation écrite, si c'est pareil, on va avoir des réponses très diverses. C'est chez vous, portez ce que vous voulez, c'est chez vous, en lieu privé, liberté absolue. Mais quand même, avec respect de l'ordre public, on n'a quand même pas le droit de battre sa femme ou chez soi, même si on est dans un lieu privé. Donc, c'est des sujets majeurs. Donc, mais liberté absolue de ligne religieuse. Dans les services publics, là, ça se différencie. Si à l'école, les enfants n'ont pas le droit de porter de signes religieux, parce que la République considère que j'ai voté cette loi en 2004, doit protéger la neutralité des consciences, et en tout cas l'éveil des consciences des enfants, et ne pas les mettre sous le sceau d'une influence religieuse. Donc les enfants jusqu'à l'âge scolaire, pas de signes religieux à l'école, au collège ou au lycée. Après, à l'université, ils sont majeurs et ça se passe différemment. Dans les services publics, troisième règle, c'est la neutralité voulue par la loi de 1905 fait que les fonctionnaires doivent respecter une stricte neutralité, donc pas porter de signes religieux ou de vêtements religieux. En revanche, les usagers, ils ont le droit. Donc à la poste, selon qu'on est d'un côté du guichet ou de l'autre, on peut porter des signes religieux usagers ou on ne peut pas fonctionnaire. Et puis dans l'espace public, la rue, la place, etc., on fait ce qu'on veut. La plage, on fait ce qu'on veut. La piscine, on ne peut pas.
Le burkini à la plage, monsieur la piscine, non. Puis c'est idiot d'ailleurs d'avoir géré ça aussi mal, parce qu'il y a qu'à édicter dans les piscines de Tarbes il y a longtemps qu'on impose le port, on interdit les boxers shorts et les shorts et qu'on oblige le port de bonnet, de bain, enfin bref, c'est idiot d'avoir vécu ça à reculons. Donc quand vous expliquez tout ça sur la gestion différenciée de la laïcité ou de la neutralité suivant les espaces, c'est encore plus incompréhensible. Mais il reste que, alors je reviens britannique. La différence que j'ai un petit peu évoquée à travers ma citation de Debré sur les deux modèles universalistes, c'est la différence entre l'universalisme républicain français et l'universalisme anglo-saxon, c'est qu'on insiste beaucoup sur les libertés. Enfin, les Américains, à force d'encourager les libertés, bah, ils voient fleurir des communautés qui sont de moins en moins républicaines, enfin de plus en plus républicaines comme électeurs et de moins en moins républicaines dans leur comportement collectif. Donc je pense que le combat qu'on mène, c'est ce combat-là sur lequel j'ai conclu, pour conjuguer le respect de la diversité et l'absolue nécessité d'une unité, d'une capacité à faire nation, à faire peuple, comme on dit maintenant dans le langage moderne, le modèle français le permet plus facilement que... Alors, vous avez la reine ou le roi maintenant qui incarne cette unité. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. Et je pense que dans un certain nombre de pays anglo-saxons, l'esprit d'unité se délite complètement. Beaucoup de gens avec qui je parle aux États-Unis sont très profondément inquiets sur cette fracture terrible qui divise la société, parce que au nom de la liberté, on a laissé faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. On n'ose même plus on est incapable d'interdire le port d'armes et on assassine des gosses régulièrement dans des écoles par parquet de 15 ou 20, etc. Donc il n'y a plus de devoir d'unité. Donc je continue à penser, mais c'est discutable, que l'idée même, à travers un modèle républicain, d'essayer de conjuguer la diversité et l'unité, les droits et les devoirs, la liberté et les devoirs, ça reste un bon modèle. Mais il est incompris des jeunes et des étrangers. C'est ballot. Donc, notre ami britannique a pris la parole, et vous avez, dans votre réponse, là, plusieurs parlé de modèle français républicain. Moi, c'est le mot république qui me gêne. Et tout à l'heure, quand vous avez décidé de faire une deuxième partie, qui ajoute à l'universalisme républicain, je l'ai presque regretté, parce que pour moi c'est un peu contradictoire, quelque chose qui est universel, et en même temps de lui coller un adjectif, parce que le mot républicain, moi je crois en l'État, je crois en la démocratie, mais la République, je ne me ferai pas tuer pour la République. Madame est citoyenne britannique, c'est une monarchie, d'ailleurs vous avez parlé de modèle anglo-saxon tout à l'heure, donc c'est quand même un peu gênant de faire référence pour ces notions, qui sont des notions universelles, à un régime politique qui est en France depuis un certain temps, qui continuera ou qui ne continuera pas. Ce qui est important, c'est la notion d'État, la notion de démocratie. Après, voilà, bon, c'est pour le plaisir de discuter. C'est pas du tout essentiel. Mais quand même, c'est une question de fond. Elle est comment dire, primaire au sens commençons par le commencement, quoi. Alors moi, je suis républicain parce que je suis contre le pouvoir absolu du monarque. Le monarque anglais me gêne pas, me gêne pas. Je suis pas britannique, mais me gêne pas parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, mais un peu plus que ça quand même. Il a cette capacité d'incarnation de l'unité qui est pas si négligeable. Et que la reine Elisabeth avait poussé vraiment très haut, quoi. Je suis pas sûr que son fils soit capable de faire aussi bien, mais bon. Ça c'est à part, c'est une monarchie parlementaire avec un gouvernement. Comment non? Non, parce qu'il n'a aucun pouvoir. Non, mais c'est une monarchie, reste une monarchie quand même. Pas du tout, c'est une république. C'est une république, absolument. Ah bon, il y a un roi, c'est une république. Il y a un roi, il y a un roi.
Ben, je ne crois pas que la majorité des Anglais considèrent qu'ils vivent en République. Mais bon. Non, mais je sais. Un rôle religieux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a rien de religieux, mais il est assimilé par la population comme ce qui fait l'unité. À part ça, il n'a zéro. Mais c'est ce que je viens de dire. N'essayez pas de me corriger. Je viens de dire il n'a aucun pouvoir. Le terme de monarchie parlementaire ne fonctionne pas. Ben, c'est pourtant ce qu'on enseigne dans toutes les universités du monde. Le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire. Il y a un roi et un parlement qui a tous les pouvoirs. Bon alors. Bah oui, et moi j'y enseigne encore, je l'ai fait, je l'enseigne encore. Mais non, mais on s'en fout, c'est pas grave. Moi je pense, voilà, j'ai un raisonnement primaire, je considère que quand il y a un roi, c'est une monarchie, mais vous me dites non, c'est pas vrai, bon alors très bien. Donc, mais je reviens. Dans les faits. Bon. Alors je reviens simplement à votre propos du président Soulé. Alors il y a deux choses différentes. D'abord, dans ce que vous décrivez de ce dans votre critique du modèle français, il y a l'arrogance. Alors là, je suis 1000 fois d'accord avec vous. J'ai été ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, c'est celui qui, dans le gouvernement de la République, passe le plus de temps à Bruxelles. Parce que c'est une politique intégrée à l'Europe. Donc j'ai passé des dizaines et des dizaines de nuits, de week-ends à Bruxelles à négocier de la PAC, des ceci, des cela. Et je sais que à Bruxelles, dans l'Europe entière, parce que je suis baladé comme ministre dans tous les pays d'Europe aussi, notamment quand je présidais le Conseil agricole sous présidence française, les Français sont considérés comme arrogants dans toute l'Europe et dans le monde entier. Nous sommes arrogants. Il faut qu'on en soit conscient. Nous sommes arrogants. Et donc il faut évidemment, là je vous rejoins, mais temporairement. Il faut se méfier d'être donneur de leçons en matière de régime démocratique et de modèle républicain. Vous avez bien. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur, me semble-t-il, était assez explicite, c'est-à-dire bonjour la liberté des droits, c'est ma tirade sur toutes ces discriminations, ces inégalités. Bien la preuve que le modèle, je m'en méfie aussi, parce que dans la pratique, on est loin d'être un modèle républicain. Il reste que pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, je reste républicain au sens comme je suis républicain parce que socialiste parce que républicain, que les deux pour moi vont ensemble, et toujours pour cette logique d'égalité des droits et des devoirs. Je considère que le citoyen républicain, le citoyen républicain, il a cet absolu besoin d'équilibre en droits et de devoirs. Je me suis dit le citoyen britannique aussi, donc c'est pas lié à la République, mais il se trouve que nous on n'a plus de droits et qu'on a bâti la République sans voilà, on a mis fin à la monarchie de droit divin et la Révolution a amené un régime de caractère républicain. Bon, mais je sais pas si enfin voilà, c'est pas un de mes regrets historiques qu'il n'y ait plus de droits en France. Voilà ça que je veux dire. Je le regrette pas. On va essayer de changer le sujet, oui. Juste, pour reprendre juste 2 minutes, j'ai aucune notion sur l'histoire de l'Angleterre, mais ce que je sais par contre, c'est combien la France a souffert des guerres de religion. C'est toujours ce que j'ai enseigné, parce que depuis Henri IV, qui a commencé quand même à mettre en place les premières fondations sur la laïcité, je veux dire, je pense que le pays a cette mémoire vivante qui fait que la laïcité est quand même un grand socle. Bon, c'est pas pour ça que je posais comme question, M. Delany, c'était je voulais que vous nous parliez de l'Observatoire de la laïcité. Ah non. Ça attend. C'était bon. Dans ma vie d'élu et de parlementaire et de militant et d'homme de conviction en matière de laïcité, j'ai été amené à exercer la responsabilité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en 2002, François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste, me demande de rejoindre la direction du Parti Socialiste et j'accepte et il me dit de quoi voilà, on parle et je dis je vais m'occuper de la laïcité. Bon, et il me dit formidable et tout, et puis j'ai créé une université permanente de la laïcité, on a des formations et tout, ça m'a passionné pendant un peu plus de 10 ans, non 10 ans, de 2002-2012. Et en 2012, quand il était candidat à l'élection présidentielle, il m'a demandé une contribution, qu'on pourrait dire. Et je lui avais demandé 2 choses.
j'avais proposé deux choses. La première chose, ça a été de constitutionnaliser les deux premiers articles de la loi de 1905. Et la deuxième, c'était de créer un observatoire de la laïcité. Il m'a donné raison sur les deux sujets, mais sur le premier, il a vite fait de machine arrière. Il l'a annoncé dans un discours qui était le discours du Bourget, qui était le grand discours de sa campagne. Ça a été le point le plus ovationné par la salle. Et le soir même, il a reçu des récriminations d'élus d'Alsace-Moselle qui lui disaient « Ah, faut pas faire ça, si tu constitutionnalises la loi de 1905, nous, la situation exceptionnelle de notre cas particulier va être là, et puis ça va être une horreur, les Alsaciens mosellans. » Mais en revanche, il crée l'Observatoire de la laïcité. Bon. Et puis on me demande d'y représenter le Parlement. Évidemment, je m'y retrouve. Et il met un homme que je connais bien depuis longtemps, parce qu'on a été dans l'équipe de Mitterrand à l'Élysée dans les années 80, un garçon pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais qui n'est pas du tout un militant laïque. C'est une sorte d'un énarque 68 art, si vous voyez ce que je veux dire, en 81. Je dis ça avec relative tendresse, parce que je veux pas, jamais voulu polémiquer avec lui, parce qu'on a vécu trop de choses ensemble, mais en 81, quand tout le monde, à travers la gauche, s'était mobilisé pour gagner le pouvoir, lui, il gardait des moutons dans les Alpes de Haute-Provence. C'était plus un écolo gaucho qu'un laïc et républicain laïque, quoi. Donc, bon, Jean-Louis prend la présidence de l'Observatoire, et puis très vite, au sein de l'Observatoire, la ligne libérale, quoi, de tout est permis, un peu 68 art, voilà, mais laissez faire ce qu'ils veulent, etc. Et puis ça a clashé sur Elisabeth Badinter, sur le propos dont je tenais tout à l'heure, où elle disait faut pas avoir peur de. Et là il y a eu un communiqué, un tweet, je sais pas quoi, de l'Observatoire critiquant Elisabeth Badinter, et donc on a été 4 à démissionner, et petit à petit l'Observatoire est mort de sa belle mort. C'est dommage, mais bon, c'est dommage. Mais comme ça, c'est la vie. Il y a des expériences malheureuses, sans fut une. Le blocage qu'il y a à inscrire l'IVG le droit à l'IVG dans la Constitution. Les sénateurs vont appuyer, après j'ai pas suivi, mais... C'est très laïque comme question. C'est très laïque. Je n'ai rien d'autre à vous dire que la droite catholique s'est mobilisée. Ceux qui font la manif pour tous, qu'ils ont fait contre le mariage pour tous, ils se mobilisent là. Et les sénateurs de droite, ils ont... Voilà. Cela dit, deux choses. À titre personnel, je me méfie beaucoup de ces symboles qu'on veut mettre dans le droit, c'est-à-dire le droit à l'IVG. Mon analyse à moi, modeste citoyen des Hautes-Pyrénées, c'est que l'IVG en France, elle a beaucoup moins besoin d'une affirmation constitutionnelle que de moyens sur le terrain, de sécurité pour les médecins, de centres un peu partout dans tous les départements et de vraie liberté. C'est ça qui manque aujourd'hui. Bon. Cela dit, si j'étais au Parlement, je voterais ça, mais l'explication, elle est politique, c'est celle que je viens de vous donner. La droite catholique s'y oppose, donc elle freine de tous les 4 fers. Question. Je voulais juste revenir sur la question de la jeunesse. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui a énormément changé depuis que moi je l'étais dans les années 70, je crois. C'est la perception de l'espace privé et de l'espace public. Je crois que c'est plus du tout entre l'espace public et l'espace privé, la perception n'est plus la même. Et je pense aussi que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Je ne veux pas jeter au feu les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'extrêmement très bien, mais je pense que dans l'usage, particulièrement par rapport à la jeunesse, il y a quelque chose qu'ils ne perçoivent plus, et quand on dit notamment, parce que ça a été mon métier, dans un collège à des jeunes que ben voilà, ça c'est quelque chose que peut-être tu peux faire chez toi, mais qui ici tu ne pourras pas faire. J'ai vu des visages totalement incompris, quoi. La perception espace privé, espace public est quelque chose qui est, à mon avis, aussi très compliqué, parce que aussi, on parlait des anglo-saxons, la perception chez les anglo-saxons n'est pas du tout la même. Et c'est peut-être aussi une des grandes différences avec la Grande-Bretagne et les pays, globalement les pays anglo-saxons. Je n'ai pas de commentaire à faire, parce que je suis assez d'accord avec vous. Oui. D'autres questions? Il faut savoir terminer une grève en même temps. Hein. Bon,
écoutez. On va mettre un terme à ce débat et on va vivement vous remercier. Merci beaucoup à vous. Franchement, c'était pas une épreuve. J'adore ça. Je le fais presque plus. Vous avez sonné un réveil étonnant parce que je refuse à peu près toutes ces possibilités. Du coup, j'en ai accepté une à Bagnères demain. Une autre forme. À mon avis, ça sera moins. Mais ça m'amuse aussi. Je me réveille lentement. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.